Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères dans la suite ou bien dans la deuxième partie du cours de choléra. On a déjà vu la fois passée l'historique du choléra, l'épidémiologie de l'agent pathogène avec ses manifestations cliniques. C'était la forme aiguë grave qui était le tueur majeur ou bien la cause de mortalité élevée. Maintenant, dans cette deuxième partie-là, on va avoir le diagnostic et la prise en charge. Les liens, comme d'habitude, sont toujours disponibles dans la description. N'oubliez pas d'abonner pour recevoir les prochains cours, Inch'Allah, dans le module d'infectiologie et les autres modules qui sont disponibles dans la playlist. Laissez vos commentaires concernant la qualité des vidéos et laissez vos questions à répondre. Et on commence. Donc, le diagnostic du choléra, le diagnostic positif comme d'habitude, il est évident devant les arguments premièrement épidémiologiques et cliniques. Donc, c'est la loi dans l'infectiologie. On n'oublie pas le rôle des arguments épidémiologiques et les arguments cliniques. Ce sont à ne pas négliger, c'est la notion de séjour dans une zone endémique épidémique, notion de comptage ou d'épidémie en cours, notion d'ingestion d'eau souillée ou aliments contaminés et les mauvaises conditions d'hygiène. Les arguments cliniques, c'est la triade, ça c'est à garder en tête, diarrhée, aqueuse, vomissement et déshydratation. L'absence de la fièvre, je répète, il n'existe pas de fièvre dans le choléra. Les douleurs abdominales avec les crampes et les myalgies, tout ça sont des arguments cliniques en faveur du choléra. Là, le diagnostic, il est posé. Donc, on est en train de répéter tout ce qu'on a déjà vu dans la clinique. Ce sont les arguments cliniques. Et on oublie les arguments épidémiologiques qui ont un rôle très important dans le diagnostic positif du choléra. Maintenant, les arguments biologiques, il existe des éléments d'orientation. Lorsqu'on dit orientation, c'est pas de certitude, c'est juste une orientation comme leur nom indique. Donc, on va avoir une hémoconcentration, c'est secondaire à la déshydratation sévère. On va noter une hyperprotéinémie qui est supérieure à 100 grammes par litre. On a de l'hématocrite qui dépasse les 50%. Et la densité et l'osmolarité plasmatique sont élevées. Là, c'est de l'hémoconcentration. Donc, elle est due à la déshydratation sévère que le patient est en train de souffrir. Deuxièmement, l'acidose métabolique avec un pH qui est inférieur à 7,4. L'énumération de la formule sanguine, elle est normale ou peut-être un hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile. Le ionogramme sanguin va traduire la gravité. C'est l'hyponatrémie, l'hypocalémie, l'hypochlorémie et l'hypobicarbonatémie. C'est le tableau grave de insuffisance ou bien de déshydratation sévère. Elle est indiquée dans le ionogramme. Bien sûr, l'urécréatinine, elle est élevée. C'est l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Le CG va montrer des tachycardies sinusales et signes d'hypocalémie dans le CG. Tout ça sont des éléments d'orientation pour le diagnostic positif du choléra. Maintenant, les éléments de certitude, c'est la coproculture. C'est en rouge, c'est à retenir. C'est une question fréquente d'examen. C'est la coproculture qui va donner toutes ces étapes-là. Premièrement, l'examen direct des selles. C'est la mise en évidence de la morbidité ou bien de la mobilité de vol de moucherons. Donc, les vibrions cholériques, ils sont des bacilles à grammes négatives en forme de virgule qui sont mobiles, comme on avait déjà dit dans la première partie. Ils sont mobiles à un mouvement qui ressemble au vol de moucherons. Donc, si on voit dans l'examen des selles des bacilles à grammes négatives incurvées sous forme de virgule et se mobilisent comme un vol de moucheron, là, c'est le diagnostic de
vibrions colérés dans les selles, c'est du choléra infection. Deuxièmement, on peut faire de la culture. Elle confirme le diagnostic sur milieu liquide sélectif. C'est l'eau peptonée, alcaline, hypersalée. Ce sont les conditions favorables pour que le choléra s'installe et se cultive. Les techniques d'agglutination, ils sont faciles, essentielles au diagnostic, permettent de classer le sérotype s'il est O1 ou O139. Je répète, il y a deux sérotypes qui sont virulents, c'est le O1 et le O139 qui sont responsables du choléra maladie. C'est juste ces deux-là qui vont donner la cause du choléra ou bien la choléra maladie. Dernièrement, l'agglutination ou réaction colorimétrique, c'est très rapide et identifie le vibrion coléré directement dans les selles. Les résultats sont de moins de 15 minutes. Donc, l'examen de certitude, c'est à retenir, c'est de la coproculture dans le choléra. C'est mettre l'existence de ces bactéries-là, ou bien leur culture, soit des techniques d'agglutination ou bien de coloration. C'est la coproculture, je répète, l'examen de certitude du choléra. Maintenant, une note là, la bactérie peut être recherchée aussi au niveau des vomissements, mais ce sont les selles qui sont abondantes, fréquentes, ce sont les plus utilisées pour confirmer ou bien la mise en évidence du germe dans les selles. J'espère que c'est clair. Ça, c'est un examen direct des selles. Il est coloré à la coloration de Gram. On voit des bacilles à Gram négatives. Là aussi, ce sont des bacilles à Gram négatives. Là, c'est les techniques électroniques. On voit, ce sont des bacilles de forme incurvée en virgule qui sont mobiles en vol de moucheron. Ce mouvement-là va témoigner de l'existence du vibrion coléré dans les selles. C'est le diagnostic de certitude, c'est la coproculture. Ce sont quelques images illustratives des techniques utilisées pour le diagnostic positif. Maintenant, le diagnostic différentiel. On a les toxi-infections alimentaires, les diarrhées d'origine médicamenteuse, tout ça c'est à éliminer avant de poser le diagnostic de choléra, des diarrhées aiguës de l'immunodéprimé et les diarrhées d'origine toxique ou végétale. Donc, la toxi-infection alimentaire peut être causée par le Staphylococcus, le Clostridium perfringens, l'Escherichia coli, l'entérotoxinogène A et le Bacillus cereus, et la liste s'allonge. Donc, avant de poser le diagnostic de choléra, tous ces diagnostics différentiels-là doivent être éliminés afin de ne pas confondre la symptomatologie. Maintenant, le dernier titre, le traitement de choléra. Le titre le plus important du cours, la prise en charge, comment faire la prise en charge ou bien le traitement d'un patient atteint de choléra. On a deux modalités de traitement, un traitement curatif et bien sûr un autre traitement préventif. Commençons premièrement par le traitement curatif. Il a pour but de rétablir l'équilibre hydroélectrolytique par une réhydratation qui est correcte et précoce. C'est l'urgence thérapeutique, c'est la réhydratation qui est le traitement du choléra. D'abord, le traitement consiste, comme on avait déjà dit dans la première partie, sur la réhydratation urgente. Donc, on doit lutter contre le germe par l'antibiothérapie qui réduit le volume et la durée des diarrhées, ainsi que la durée de portage, évitant ainsi la dissémination des vibrions et éviter les complications, bien sûr, pour réduire le taux de létalité et de mortalité dans le choléra. Ces armes thérapeutiques, ce sont trois modalités de traitement. C'est la réhydratation en premier plan, l'antibiothérapie de but curatif et le traitement avec les adjuvants et les remplissages afin de lutter contre le choc hypovolimique. Donc, si vous avez compris la clinique et la physiopathologie, le traitement sera logique, sera faisable facilement. Donc,
c'est la réversibilité des séquelles par la réhydratation, l'antibiothérapie qui lutte contre ces bacilles ou bien ces vibrions, le traitement adjuvant contre l'hypovolémie et les troubles cardiaques ou bien les troubles hypovolémiques. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va détailler ces titres-là. Là, c'est la réhydratation qui doit être correcte et précoce. C'est de l'hydratation des patients. Vous voyez qu'ils sont atteints. Donc, la réhydratation doit être précoce le plus précocement possible. Elle doit être correcte et suffisante contre ces diarrhées préfiches qui peuvent être, on avait dit, jusqu'à 20 litres par jour, qui est grave. Donc, la réhydratation doit être correcte, précoce et adaptée et orale si possible, sans attendre la confirmation biologique. Bien sûr, dans le choléra, on n'attend pas, devant une déshydratation sévère, on n'attend pas la confirmation du diagnostic de choléra. Non. On donne de traitements curatifs ou bien de réhydratation sans attendre la confirmation biologique. C'est une solution de réhydratation. On l'appelle la solution de Ringer-Lactate. Elle contient 130 milli-équivalents de Na+, 4 mEq de K+, du Ca2+, le Cl- et le lactate. C'est une solution physiologique de réhydratation qui contient tous les sels minéraux qui ont été perdus pendant ces diarrhées profuses. Elle est administrée par voie parentérale si le patient ne peut pas boire ou bien boire de l'eau ou bien il est tellement atteint qu'il ne peut pas boire ou bien est très sévère sa gravité. Son état général est tellement altéré qu'il ne peut pas se nourrir par voie orale. On administre cette solution de Ringer-Lactate par voie parentérale ou bien la solution d'Hartmann. C'est 1 litre de solution qui contient chez l'adulte 1 litre par heure pendant. Depuis le début sera adapté en fonction des signes vitaux pour atteindre 6 à 8 litres dans les 24 heures dans les 24 premières heures. Donc, on peut donner jusqu'aux 6 à 8 litres par heure pendant 24 heures pour ces patients-là. Ou bien 6 à 8 litres dans les 24 premières heures. On commence d'abord par 1 litre par heure dans la première heure et on augmente la dose ou bien le volume jusqu'aux 6 à 8 litres dans les 24 premières heures. Dès que le malade peut boire, on change la solution de Ringer-Lactate par un sérum de réhydratation orale à posologie de 5 mg par kg par heure. Chez l'enfant, c'est de 30 ml par kg en 30 ou bien la première heure, puis 60 ml par kg dans les 5 heures suivantes. C'est à peu près 40 gouttes par minute. Donc, la première modalité de lutter ou bien du traitement curatif de choléra, c'est de la réhydratation, soit par des solutions de réhydratation orale si le patient peut boire. Si ce n'est pas le cas, c'est la solution de Ringer-Lactate ou bien de la solution d'Hartmann qui peut arriver jusqu'aux doses de 6 à 8 litres au but de réhydrater le patient qui est la priorité numéro 1 dans la choléra. D'abord, le traitement consiste à la réhydratation. Pourquoi? Parce que la cause du décès, c'était la déshydratation. Maintenant, cette réhydratation parentérale nécessite une étroite surveillance. Ça, c'est le rôle de la surveillance. On va surveiller le pouls, la tension artérielle, la température, le volume des pertes liquidiennes et la diurèse. C'est presque le suivi d'un patient en état de choc. On suit tous ces caractères biométriques. On va surveiller le pouls, la tension artérielle, la température, le volume des pertes liquidiennes et la diurèse.
c'est le suivi typique d'un patient en état de choc cardiogénique. On va surveiller aussi les complications, c'est l'hypothermie, l'hypoglycémie surtout chez l'enfant, l'OAP, l'hypocalémie qui peut être prévenue par la supplémentation parentérale ou orale de solutés comme on a vu déjà de ringer lactate offert un apport potassique suffisant. Per-os, c'est une solution de réhydratation orale. On est en train de répéter. C'est quoi cette solution de réhydratation orale? C'est un sachet qui contient, selon l'OMS, 20 g de glucose, 2,0 g de bicarbonate et 3,0 g de NaCl et 1,5 g de KCl. C'est une solution physiologique de réhydratation qui est donnée par voie orale si c'est possible. Si ce n'était pas le cas, on peut l'aider à la solution de ringer lactate. On est en train de répéter le traitement de réhydratation. J'espère que c'est clair. Gardez-vous en tête que le traitement de choléra, c'est de la réhydratation. L'antibiothérapie n'a pas un rôle que de prévention de la dissémination de la maladie. Elle n'a pas de but pour diminuer le taux de mortalité. Donc, vous ne devez pas tomber dans le piège que la réhydratation n'est pas le traitement curatif de choléra. Au contraire, la réhydratation, c'est le traitement de choléra. L'antibiothérapie a pour but de lutter contre les porteurs sains et de la dissémination de la maladie. J'espère que cette note est prise en tête. Là, on voit les lits de cholérique. Donc, ce trou-là, on avait dit que le sphincter anal était relâché, le patient était défaillant, il ne peut pas garder ses selles. Ce trou-là, c'est pour permettre la sortie des selles dans ces bacs ou bien ces bidons-là. Ou pourquoi? Pour ne pas laisser le patient s'inonder par ses propres selles. Il est atone, il ne peut pas garder ses selles. Malheureusement, ça c'est le lit des cholériques. Vous voyez la sévérité de la maladie là. Deuxièmement, après la réhydratation qui était le traitement, deuxièmement, c'est l'antibiothérapie per-os. Selon le consensus national récent, elle lutte, comme je vous ai dit, contre le germe et réduit le volume et la durée des diarrhées, ainsi que la durée du portage. Elle évite quoi? Elle évite la dissémination des vibrions. On peut utiliser plusieurs modalités d'antibiotiques. On a de la cycline, le fameux doxycycline, les fluoroquinolones ou bien le ciprofloxacine. On a du macrolide qui sont représentés par les érythromycines ou bien l'azithromycine et le Bactrim qui est retiré du traitement selon le dernier consensus à cause de la résistance malheureusement des vibrions cholériques contre cet antibiotique, comme nous allons voir dans le cours de la résistance des antibiotiques. C'est un phénomène majeur qui pose un problème mondial. Ce phénomène de résistance malheureusement continue à s'accroître et à s'augmenter. Dernièrement, on a le traitement des adjuvants, c'est le traitement symptomatique. On peut donner les antiémétiques, les antispasmodiques. Donc, la conduite du traitement consiste à, au bout de 3 jours, après l'arrêt de l'antibiotique et contrôle des selles, si le résultat bactériologique est négatif, on peut arrêter l'antibiothérapie. Si le résultat est positif, une nouvelle cure d'antibiotiques, puis le contrôle bactériologique, jusqu'aux éradication de ces vibrions-là. Un autre titre qui est la chimioprophylaxie des cas contacts et s'adresse aux sujets contacts qui ont bénéficié d'un prélèvement de selles prescrite dans une petite collectivité isolée d'un cas confirmé. Elle n'est pas indiquée dans les grandes collectivités ou à grande échelle. La posologie et la durée du traitement est identique à celle du traitement curatif. Donc, on a 3 modalités de traitement. Si on récapitule, c'est
traitement là, on a le traitement antibiotique, le, on a le traitement curatif qui est la réhydratation, ça vous devez garder en tête. On a deuxièmement l'antibiothérapie pour lutter contre les porteurs sains, le traitement adjuvant qui est symptomatique. Et on avait déjà vu la conduite du traitement et la chimioprophylaxie aussi des cas contacts. C'est une affection sévère, c'est une maladie mortelle. On doit utiliser tous les moyens disponibles pour combattre ce vibrion cholérique, cette fourchette de mort qui existait depuis l'Antiquité. On a deuxièmement le traitement préventif. La prévention de choléra repose sur des mesures simples appartenant à la lutte contre les maladies liées au péril fécal. C'est la sensibilisation de population, l'hygiène rigoureuse des mains et des aliments, la désinfection des malades, les mains et la peau par solution chlorée, la désinfection des habitations, la literie, les brancards, l'ustensile, toute habitation utilisée par le patient. On a aussi l'approvisionnement d'eau en qualité suffisante. C'est minimum 20 litres par jour par personne. Pourquoi? On avait dit que déjà que la perte, c'était de 20 litres par jour. Donc, on va faire une prophylaxie à 20 litres. En qualité aussi, c'est la chloration de l'eau par 3 gouttes d'eau de javel. On avait dit que le vibrion cholérique ne résiste pas à l'eau de javel. Il est sensible, il est détruit par l'eau de javel. On va stériliser ces eaux-là. On doit utiliser un point d'eau protégé et un système adéquat d'évacuation des eaux usées pour ne pas laisser le cycle de ce vibrion cholérique se continuer. Même les cadavres, on doit les disposer d'une façon définitive. Dernièrement, c'est l'assainissement et l'hygiène, le contrôle des excréta et les déchets, la distribution des savons, le contrôle des marchés et l'inhumation des cadavres. Ça, ce que je vous ai dit premièrement dans la première partie et dans cette deuxième-là, on avait le rôle des cadavres qui ont joué un rôle très important dans la dissémination de la maladie. Maintenant, nous sommes arrivés aux deux dernières plaques. Ça, c'est la conduite à tenir pratique en cas d'épidémie. Ça, c'est à vous de retenir. En cas de vibrion cholérique, là, c'est la conduite à tenir. C'est l'hospitalisation et l'isolement des malades suspects. Premièrement, le dépistage précoce clinique et bactériologique des cas suspects. En deuxième plan, troisièmement, vous n'oubliez pas la déclaration obligatoire de la maladie et entreprendre une enquête épidémiologique. C'est médico-légal. La désinfection des corps, des linges, les litrés, les véhicules de transport, c'est une conduite à tenir, à respecter rigoureusement. La désinfection des excréta des malades par le javel. Éduquer et recycler le personnel sur les mesures préventives et les précautions d'hygiène. Les cadavres confiés aux équipes spécialisées, laver avec des solutions colorées, enterrer immédiatement. On doit disposer de ces cadavres car ils sont, comme on avait dit, on est en train de répéter, ils ont un rôle très important dans la dissémination de la maladie. Éduquer les accompagner pour limiter les visites et éviter les contaminations. En dernier plan, informer et conseiller les voyageurs en zone d'épidémie pour les mesures de prophylaxie contre le choléra. Heureusement, on a une vaccination sous 3 modalités ou bien sous 3 vaccins. On a le vaccin classique sous-cutané qui confère une protection de 50% d'une durée de 3 à 4 mois. On a le deuxième, le vaccin oral inactivé, c'est le Dukoral. Il donne une protection à 86% pendant 6 mois. Le dernier, c'est le vaccin oral atténué, c'est l'Orocol. Il confère une protection élevée, c'est le plus efficace. C'est à 95% contre le vibrion cholérique classique et une protection de 65%
contre le vibrio cholérique L-Tor, qui est responsable de la 7e épidémie. On avait dit ça dans la première partie. Pendant 6 mois, c'est le plus efficace. C'est le vaccin oral atténué, c'est l'Orocol. Dernièrement, une petite conclusion. Donc, on assiste actuellement à une renaissance du choléra qui se manifeste par la reprise de l'extension de 7e épidémie en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Elle appartient à une nouvelle souche, c'est L-Tor, O139 en Asie. Deuxièmement, le choléra est une maladie de la pauvreté qui pose jusqu'à l'heure actuelle un problème majeur de santé publique en Afrique. Ce sont les points forts qu'on était en train de détailler dans ces deux parties. Le traitement essentiel du choléra, ça c'est à retenir, c'est la réhydratation. La meilleure prévention du choléra est l'élévation du niveau d'hygiène individuelle et collective. Et en dernier plan, la mise au point d'un vaccin anticolérique sans danger. Il est efficace, il est accessible aux populations qui en ont besoin, reste toujours un objectif d'actualité. C'était les points forts à retenir de ce cours-là. C'est un cours un peu chargé, c'est un cours un peu long, mais il concerne le vibrio cholérique. C'est une épidémie mortelle qui a causé la mortalité depuis l'Antiquité. Elle est responsable de 7 endémies avec des millions de décès dans le monde. Elle nécessite un traitement charge, une prise en charge et une conduite à tenir rigoureuse, une hygiène et une vaccination préventive. Ça, c'est le vibrio cholérique. C'est l'un des maladies majeures à déclaration obligatoire que vous devez maîtriser sa clinique, maîtriser son traitement et les diagnostics différentiels pour savoir ou bien pour maîtriser la conduite à tenir devant le choléra. Là, nous sommes arrivés à la fin de ce cours du choléra. Je sais que c'était un peu chargé. Je vous remercie pour votre attention. Toujours les liens sont disponibles dans la description. J'espère la vidéo était bénéfique. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, dans les prochaines vidéos. Bon courage, mes chers confrères.